Le blanc envahit la cathédrale Sainte-Réparate de Nice comme une respiration suspendue. Aucun noir, aucune gerbe imposante, aucune mise en scène funèbre, seulement des silhouettes immobiles, des visages fermés et cette sensation étrange qu'ici quelque chose ne se passe pas comme prévu. Car ce jour de janvier n'est pas un adieu ordinaire, c'est une absence soigneusement préparée, celle d'Evelyne Leclerc. Et dès les premières secondes, une question brûle l'air. Pourquoi une femme qui a passé sa vie à être vue a-t-elle choisi de disparaître sans bruit ? Pas de fleurs, pas de discours interminables, pas même de larmes trop visibles, juste un vide précis, presque chirurgical, celui qu'elle a laissé derrière elle, comme si même la mort avait dû respecter ses règles. Derrière ce silence, une vérité dérangeante commence à se dessiner. Evelyne n'est pas seulement partie, elle a décidé comment elle partirait. Et ce choix raconte bien plus que toute sa carrière télévisuelle. Comment une animatrice adorée de millions de foyers français a-t-elle pu mener son combat contre le cancer dans l'ombre la plus totale, sans prévenir ses collègues, sans prévenir le public, sans même accepter les codes les plus sacrés du deuil collectif ? Et surtout, que signifie cette ultime demande inscrite noir sur blanc ? Écrire dans un livre ce que vous n'avez jamais osé me dire. Était-ce un message d'amour, une provocation douce ou un aveu tardif que personne n'a su entendre de son vivant ? Ne quittez pas ce récit maintenant, car ce que vous croyez être une simple biographie est en réalité une leçon silencieuse sur la manière de disparaître sans se perdre. Evelyne Leclerc n'est pas née pour la télévision, rien ne l'a prédestinée à devenir l'un des visages les plus rassurants du paysage audiovisuel français. Elle naît en janvier 1950 à Nanterre, dans une banlieue où l'on apprend très tôt à ne pas faire de bruit, à tenir debout sans se plaindre, à avancer sans attirer l'attention. Une enfance modeste, sans strass ni projecteur, mais déjà une présence particulière, une douceur naturelle qui ne cherche pas à séduire, mais qui rassure. Ceux qui l'ont connue enfant racontent une petite fille discrète, observatrice, capable d'illuminer une pièce sans jamais la dominer. Elle passe par le théâtre, par quelques comédies musicales, des chemins incertains, fragiles, presque invisibles, jusqu'au moment où la télévision entre dans sa vie au début des années 70, comme une porte qu'on ouvre sans savoir qu'elle ne se refermera plus jamais de la même manière. En 1972, elle apparaît sur la deuxième chaîne de l'ORTF, devient speakerine, ce rôle aujourd'hui oublié mais alors fondamental, celui qui relie le téléspectateur à la soirée, qui annonce, qui rassure, qui accompagne. Et très vite, quelque chose se produit. Evelyne ne lit pas simplement un prompteur, elle habite l'écran. Sa diction est parfaite, son sourire n'est pas fabriqué, son regard ne triche pas. Elle ne ressemble pas aux autres. Il y a chez elle une chaleur presque maternelle, une élégance qui n'écrange jamais, une lumière qui ne fait pas d'ombre. Le public s'attache immédiatement, sans comprendre pourquoi, comme on s'attache à une voix familière qui revient chaque soir. Les années suivantes confirment ce lien. Evelyne devient omniprésente dans les foyers français, co-anime les émissions les plus regardées, traverse les décennies avec une aisance déconcertante, partage l'écran avec les figures majeures du divertissement sans jamais chercher à prendre toute la place. Elle est là, simplement, solide, rassurante, comme un point fixe dans un monde qui change trop vite. Mais derrière cette image lisse se cache une femme d'une extrême pudeur, presque insaisissable. Peu connaissent son intimité, peu comprennent réellement qui elle est une fois les caméras éteintes. Sa fille Céline, unique enfant, décrira plus tard une mère présente autrement, généreuse mais silencieuse, aimante mais peu démonstrative, une femme qui donnait sans expliquer, qui protégeait sans exposer. Élever un enfant tout en portant le poids d'une carrière aussi exigeante laisse des traces, surtout à une époque où l'épuisement professionnel n'existe pas dans les mots. Dans les années 80, Evelyne est partout, mais son corps, lui, commence à flancher. Fatigue nerveuse, tensions invisibles, pression constante. Un ancien collègue dira un jour qu'elle ne tenait debout que grâce à la lumière des projecteurs. Et derrière cette phrase poétique se cache une vérité brutale, celle d'une femme qui se sent exister uniquement lorsqu'elle joue son rôle public. Hors caméra, Evelyne s'efface. Elle vit près de Nice, dans une maison simple, entourée de lavande, loin des dîners mondains, loin des flashs, loin de Paris. Elle fuit les galas, refuse les interviews intimes, disparaît entre deux émissions comme si elle avait besoin de se recharger dans le silence. Elle répète souvent que les vrais souvenirs ne s'écrivent pas sous les projecteurs, mais dans la tranquillité des soirées ordinaires. Cette capacité à disparaître devient sa signature secrète. Avec Céline, elle refuse toute exposition médiatique, protège sa fille comme on protège un territoire sacré. À une époque où la célébrité dévore tout, Evelyne trace une frontière claire. Ici commence ma vie privée, et personne n'y entrera.
Puis viennent les années 2000, et quelque chose change. Evelyne s'éloigne progressivement des écrans. Certains parlent de retraite anticipée, d'autres d'éviction déguisée. La vérité est plus subtile. Elle choisit de partir avant que le public ne la regarde différemment, avant qu'on l'on remarque la fatigue, l'âge, les silences. Elle refuse de fanir à l'écran. Elle veut rester dans la mémoire collective telle qu'elle l'a toujours été, lumineuse, stable, intacte. Ce choix, incompris sur le moment, prendra plus tard une autre dimension, car lorsque la maladie frappe, elle frappe sans prévenir. À partir de 2019, Evelyne ressent des douleurs qu'elle minimise, comme si reconnaître la fragilité revenait à trahir toute une vie d'images maîtrisées. Le diagnostic tombe, plus tard, irréversible. Cancer. Les détails resteront secrets, par volonté, par pudeur, par contrôle. Seule Céline est mise dans la confidence. Et à partir de là, commence une autre histoire, celle que personne n'a vue, celle que personne n'a racontée à l'époque, celle d'une femme qui, même face à la mort, refuse le chaos et choisit la mise en scène la plus difficile, celle du calme. Pourquoi n'a-t-elle rien dit? Pourquoi a-t-elle refusé les hommages, les fleurs, les discours? Pourquoi a-t-elle voulu que les autres parlent à sa place une fois qu'elle ne serait plus là? La réponse n'est pas encore complète, mais elle se dessine déjà. Evelyne Leclerc n'a jamais supporté l'idée de déranger, pas même en partant. Et ce refus, ce contrôle ultime, cette élégance silencieuse va transformer sa mort dans un événement bien plus bouleversant que n'importe quel scandale. Restez ici, ne partez pas, car dans la partie suivante, une lettre manuscrite, un carnet noir et une phrase jamais citée vont faire basculer ce récit dans une autre dimension, celle où la télévision s'efface et où la femme apparaît enfin. Partie 2. Le carnet noir et la décision irrévocable. Le carnet noir n'était pas posé en évidence, il était caché, presque enfoui, comme si Evelyne avait voulu qu'on le découvre sans jamais le chercher. Et lorsque Céline l'a tenu entre ses mains pour la première fois, elle a compris que ce qu'elle s'apprêtait à lire n'était pas un journal intime ordinaire, mais un plan de sortie, une partition écrite à l'avance, note après note, silence après silence. Sur la première page, une phrase tracée d'une écriture calme, étonnamment ferme, pour ma sortie de scène. Et tout était déjà là. Cette manière de considérer la fin non comme une défaite, mais comme un dernier acte à maîtriser. Car Evelyne n'a jamais improvisé, ni à l'antenne, ni dans la vie, et certainement pas face à la mort. La maladie, elle, ne respecte aucun scénario. Elle surgit, elle envahit, elle impose sa loi. Mais Evelyne a refusé d'en être la figurante. À la fin de l'année 2021, les douleurs deviennent impossibles à ignorer. La fatigue s'installe comme une ombre persistante, et pourtant, elle continue de sourire lors de ses rares apparitions publiques, ce sourire intact qui trompe tout le monde, y compris ceux qui la connaissent depuis 30 ans. Le diagnostic tombe dans une clinique discrète du Sud, sans témoins, sans annonce dramatique. Un mot sec, cancer, et soudain, tout se rétrécit. Céline est là, sidérée, prête à prévenir, à alerter, à partager. Mais Evelyne pose une main calme sur la sienne et dit « Non, personne n'a besoin de savoir ». Ce choix n'est pas un déni, c'est une position. Elle ne veut pas devenir un sujet, encore moins un symbole. Elle veut rester Evelyne, pas une maladie racontée par d'autres. À partir de ce moment, mère et fille entrent dans une intimité nouvelle, faite de silences lourds, de regards qui en disent plus que les mots, d'une complicité douloureuse mais profonde. Les traitements commencent, la chimiothérapie attaque le corps sans jamais atteindre l'esprit, et même affaiblie, Evelyne plaisante, détourne, protège. Un jour, alors que la fatigue est insupportable, elle glisse à Céline avec un sourire presque malicieux qu'au moins elle rentre à nouveau dans ses robes des années 80. Et elle rit, un rire bref, nécessaire, presque vital. Mais derrière l'humour se cache une réalité brutale. Le corps se délite, la force s'échappe et chaque miroir devient un ennemi silencieux. Evelyne refuse pourtant de se regarder comme une victime. Elle coupe la télévision, ne veut plus voir son image passer, refuse d'être comparée à ce qu'elle n'est plus. Alors, elle écrit. Chaque soir, le carnet noir s'ouvre et les pages se remplissent non de plaintes, mais de décisions. Elle note ce qu'elle veut et surtout ce qu'elle refuse. Pas de fleurs, pas de noir, pas de discours officiel, pas de récupération médiatique.
À la place, une cérémonie simple, lumineuse, presque douce, et ce livre d'or, cette idée étrange et bouleversante, offrir aux autres un espace pour dire ce qu'ils n'ont jamais osé dire de son vivant. Pourquoi ce besoin soudain de parole quand elle a toujours cultivé la retenue ? La réponse apparaît dans une phrase du carnet, écrite sans emphase. « Je n'ai jamais su recevoir, alors je veux apprendre après ». Cette phrase change tout. À l'automne 2022, une décision radicale est prise. Evelyne arrête les traitements. Ce n'est pas un abandon, c'est un choix lucide. Elle ne veut pas survivre au prix de l'épuisement total. Elle veut vivre pleinement ce qu'il reste, en conscience. Céline tente de discuter, de négocier, mais sa mère est calme, déterminée, presque apaisée. Elle parle de dignité, de clarté, de fin choisie, comme on parlerait d'une dernière émission produite avec soin. À partir de là, tout s'accélère intérieurement, même si extérieurement rien ne se voit. Evelyne trie ses affaires, donne ses robes, écrit des lettres, colle des petits mots dans la maison. Ceci pour Céline, ceci à brûler, ceci à ne jamais oublier. Elle refuse le pathos, refuse qu'on la pleure avant l'heure, continue à appeler ses amis, à commenter l'actualité, à rire, alors même que son souffle se raccourcit et que ses nuits deviennent plus longues que ses jours. En décembre 2023, elle choisit d'entrer à la clinique Saint-Antoine de Nice, non par urgence, mais par volonté. Elle veut finir là, dans le calme, avec vue sur les collines, loin du bruit, loin des regards. Peu de visiteurs, quelques anciens collègues bouleversés par sa fragilité et sa force mêlée, et Céline, toujours là, chaque jour. Le 6 janvier, Evelyne demande une télévision. Elle veut revoir un ancien épisode du Juste Prix, pas pour se voir, mais pour entendre les rires du public, pour sentir une dernière fois cette énergie qui l'a portée toute sa vie. Elle regarde, silencieuse, puis note une phrase dans le carnet. « J'espère avoir été un bon moment dans leur vie ». Et puis vient le jour où tout s'arrête. Evelyne s'éteint doucement, sans bruit, fidèle jusqu'au bout à ce qu'elle a toujours été. Aucune annonce immédiate, aucun communiqué spectaculaire, seulement le silence qu'elle avait choisi. Mais ce silence, justement, va bientôt résonner bien plus fort que n'importe quel cri, car ce que le public ignore encore, c'est que tout a été préparé jusqu'au moindre détail et que le jour des funérailles, un objet en particulier va bouleverser ceux qui pensaient connaître Evelyne Leclerc. Ne partez pas maintenant, car dans la prochaine partie, la cérémonie blanche, le livre d'or et une phrase écrite en rouge vont provoquer une onde de choc que personne n'avait anticipée. Si vous êtes encore là, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Dites-moi en commentaire, pensez-vous que refuser les traitements puisse être un acte de courage ? Partie 3. La cérémonie blanche et les mots jamais dits. Le 13 janvier, la cathédrale Sainte-Réparate ne ressemble à aucune autre cérémonie funéraire. Dès l'entrée, le regard est déstabilisé. Aucun noir, aucune pénombre, seulement des tons clairs, des blancs, des beiges, des roses pâles, comme si la mort avait été priée de rester à distance. Et ceux qui franchissent les portes hésitent un instant, presque gênés par cette lumière, avant de comprendre que ce choix n'est pas une provocation, mais une volonté. À l'entrée, un panneau de bois accueille les invités avec une phrase simple « Souriez pour elle, elle vous regarde ». Et déjà, quelque chose se serre dans les poitrines, car ce sourire, c'était le sien, celui qui a traversé les écrans pendant des décennies. Pas de cercueil exposé, pas de silence pesant. À la place, une bande sonore, des extraits d'émissions cultes, des rires de plateau, des chansons populaires des années 80. Et dans ce mélange étrange, les larmes coulent sans bruit, comme si Evelyne avait donné le ton. Pleurer, oui, mais sans s'effondrer. Les visages se croisent, anciens collègues, techniciens, anonymes, générations mêlées, tous réunis non pour dire adieu, mais pour se souvenir autrement. Et puis il y a cet objet, posé sur une table près de l'autel, un grand livre relié de cuir clair, le livre d'or. Au début, les pages se remplissent lentement, presque timidement, quelques mots polis, des remerciements sobres. Puis, quelque chose se libère. Les phrases deviennent plus longues, plus intimes, plus tremblées. Vous étiez ma grand-mère de télévision. Grâce à vous, mes soirées dansant étaient moins seules. J'aurais voulu vous dire que votre voix m'a sauvée certains soirs. Des messages d'anonymes, de femmes âgées, de jeunes adultes, d'hommes qui écrivent en pleurant, des mots qui n'auraient jamais trouvé leur place dans un plateau télé ou une interview. Evelyne avait vu juste, il fallait qu'elle parte pour que les autres osent parler.
Céline observe, en retrait, silencieuse, recevant cette vague d'émotions comme on reçoit une vérité trop grande pour être commentée. Elle ne lit rien à voix haute, elle respecte le dispositif voulu par sa mère. Pas de discours, pas de prise de parole centrale, seulement ces mots déposés librement, comme une conversation posthume. À la fin de la cérémonie, elle glisse à son tour une page manuscrite dans le livre, une page entière, écrite lentement, sans trembler, conclue par une phrase qui va résonner bien au-delà de ses murs. Elle est partie comme elle a vécu, avec grâce et sans déranger. Cette phrase, reprise plus tard, déclenchera un débat national, car très vite, les médias s'emparent de cette mort si particulière. Les hommages affluent, mais aussi les questions. Pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi ce reflux presque radical de la mise en scène habituelle? Pourquoi ce silence imposé même à ceux qui l'aimaient? Certains anciens collègues avouent leur tristesse de ne pas avoir pu dire au revoir, d'autres parlent de respect absolu. Un chroniqueur écrit qu'Evelyne a organisé sa mort comme un dernier prime, impeccable, émouvant, sans fausse note. Et derrière l'admiration se glisse un malaise, car cette maîtrise totale renvoie chacun à sa propre peur de la fin. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Pour les uns, Evelyne est un modèle de dignité. Pour les autres, le symbole d'une société qui pousse à cacher la souffrance, à rester souriant jusqu'au bout. Un éditorialiste pose une question dérangeante. Avons-nous encore le droit de vieillir et de souffrir en public? Et pendant que les mots circulent, Céline, elle, se tait. Elle refuse les interviews, décline les invitations, répond toujours la même chose. Elle ne voulait pas de résumé, elle voulait qu'on se souvienne, pas qu'on commente. Pourtant, le deuil collectif se met en place malgré tout. Les chaînes rediffusent ses émissions. Les téléspectateurs redécouvrent son humour, sa bienveillance, cette présence qui ne cherchait jamais à écraser. Des montages apparaissent, des hommages amateurs, des messages simples « Merci Evelyne », sourire éternel. Et au milieu de cet amour tardif, une question persiste, lancinante, presque douloureuse. Était-elle vraiment seule pour choisir une fin aussi silencieuse? Était-ce un ultime acte de liberté ou le signe d'une solitude que personne n'a su voir? Un ancien collègue confiera anonymement qu'elle avait peur de disparaître à petit feu, qu'elle voulait fermer le rideau d'un coup, clap final. Mais la lecture la plus juste vient peut-être de Céline elle-même, dans une lettre publiée quelques jours après les obsèques, où elle écrit que sa mère ne voulait pas qu'on la voie mourir, qu'elle voulait qu'on se souvienne d'elle vivante, et qu'elle ne voulait pas déranger, même dans la mort. Et dans cette volonté de ne pas déranger, se cache peut-être le plus grand drame, celui d'une génération de femmes habituées à tenir debout sans jamais demander. Quelques jours plus tard, Céline retourne seule dans la maison familiale. Elle ouvre une armoire, découvre un second carnet noir, différent du premier, plus fin, plus abîmé. Celui-ci n'était pas destiné au public. À l'intérieur, une confession restée secrète, des mots qu'Evelyne n'a jamais osé prononcer à voix haute, et ce qu'elle va lire va bouleverser à jamais la manière dont on regarde cette femme que l'on croyait connaître. Restez ici, car dans la prochaine partie, ce second carnet va révéler une vérité encore plus intime, une fragilité que personne n'avait imaginée, et une question finale qui nous concerne tous. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous pour suivre la suite jusqu'au bout. Le deuxième carnet n'était pas destiné à être trouvé. Et pourtant il attendait là, dans une armoire que personne n'ouvrait plus fin, plus usée, comme si Evelyne l'avait souvent tenue contre elle. Et dès les premières lignes, Céline comprend que ce qu'elle lit n'est plus une mise en scène maîtrisée, mais une voix nue, débarrassée de toute élégance protectrice. Une confession écrite pour personne et peut-être pour tout le monde à la fois. Car ici, Evelyne ne parle plus de dignité ni de choix, mais de peur, une peur simple et immense, celle de ne plus être aimée quand le sourire disparaît. Elle écrit qu'elle a longtemps cru que sa valeur venait de ce qu'elle donnait aux autres, de la stabilité qu'elle incarnait, de cette promesse silencieuse que tout irait bien tant qu'elle serait à l'écran, et qu'avec le temps, cette promesse est devenue une prison dorée. Car comment demander de l'aide quand on est censé rassurer des millions de personnes? Elle avoue qu'elle a appris très tôt à ne pas déranger, à ne pas pleurer trop fort, à ne pas fatiguer ceux qui l'entourent, et que cette habitude l'a suivie toute sa vie jusqu'à la maladie, où elle a continué à se taire, non par courage, mais par réflexe. Céline lit ces lignes en apnée, car pour la première fois, sa mère dit qu'elle a parfois eu envie de crier, de dire qu'elle avait mal, qu'elle était fatiguée d'être forte, mais qu'elle n'a jamais su comment le faire sans avoir l'impression de trahir l'image que les autres avaient d'elle. Elle écrit aussi qu'elle avait peur de la compassion, peur d'être regardée avec pitié, peur que la maladie efface tout ce qu'elle avait construit, et que c'est pour cela qu'elle a voulu une cérémonie blanche, lumineuse, presque joyeuse, pour empêcher la tristesse de dévorer le souvenir.
Une phrase glace Céline plus que les autres. Si je les laisse me voir faiblir, ils se souviendront de la fin et oublieront le reste. Alors je préfère partir entière dans leur mémoire, même si cela me coûte d'être seule. Cette phrase renverse tout, car soudain le silence n'apparaît plus seulement comme un choix esthétique ou philosophique, mais comme une protection ultime, presque désespérée. Évelyne parle aussi de Céline, longuement, avec une tendresse retenue. Elle écrit qu'elle a essayé d'être une bonne mère à sa manière, qu'elle a souvent confondu protection et distance, qu'elle espère que sa fille ne reproduira pas ce même effacement et qu'elle souhaite qu'elle ose dire quand ça ne va pas, même si cela dérange. En refermant le carnet, Céline comprend que la vraie mise en scène n'était pas la cérémonie, mais ce qu'Evelyne avait caché toute sa vie, cette fragilité immense dissimulée derrière la maîtrise. Elle hésite des jours entiers avant de décider quoi faire de ce carnet. Le publier serait trahir une confidence, le garder serait priver le monde d'une vérité essentielle, car ce texte dépasse le destin d'une animatrice. Il parle de toutes ces vies vécues en silence, de toutes ces femmes qui ont appris à sourire coûte que coûte. Finalement, Céline choisit une voie médiane. Elle ne révèle pas le carnet, mais elle laisse filtrer une idée, un message, lors d'une lettre adressée aux médias où elle écrit que sa mère n'était pas une icône inébranlable, mais une femme qui a eu peur et qui a aimé profondément. Et que si son histoire doit servir à quelque chose, c'est à rappeler que la dignité n'exclut pas la vulnérabilité. Cette lettre touche juste. Les réactions changent de ton, moins d'admiration distante, plus d'identification. Et peu à peu, Évelyne cesse d'être seulement une figure du passé pour devenir un miroir. Sa mort n'est plus un événement, c'est une question posée à chacun. Comment voulons-nous être regardés quand nous ne pourrons plus jouer un rôle? Et surtout, avons-nous encore le courage de dire l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard? Restez attentifs car dans la prochaine et dernière partie, une phrase écrite en rouge, laissée volontairement hors du regard public, va surgir et refermer cette histoire d'une manière que personne n'avait anticipée. Partie 5. La phrase en rouge et la question qui reste. La phrase en rouge n'était pas dans le livre d'or, elle n'était pas dans le premier carnet, elle n'apparaissait dans aucun document officiel. Elle était écrite au dos d'un ancien programme télé jauni par le temps, un simple feuillet qu'Evelyne avait conservé comme on garde une preuve de ce que l'on a été. Et lorsque Céline le découvre, quelques jours après les obsèques, elle comprend immédiatement pourquoi sa mère n'avait jamais voulu que ces mots soient lus publiquement, car cette phrase ne cherchait ni à rassurer, ni à transmettre une leçon, elle disait seulement la vérité la plus nue. Céline est seule dans la maison silencieuse, la lumière de l'après-midi glisse sur les murs et tout à coup ce rouge tranche, presque violent, comme un battement de cœur encore visible, et les mots s'imposent sans détour. Si je n'ai pas su demander, c'est parce que j'avais peur qu'on m'aime moins en me voyant fragile. Rien de plus, rien de moins, et pourtant tout s'effondre et tout s'éclaire à la fois, car cette phrase donne une autre lecture à toute une vie, à tous ces sourires maîtrisés, à cette retenue constante, à cette disparition sans bruit. Évelyne n'a pas organisé sa mort pour contrôler son image, elle l'a fait pour protéger l'amour, pour figer dans la mémoire collective une version d'elle-même qui ne serait jamais associée à la faiblesse, comme si la fragilité risquait d'effacer la tendresse accumulée pendant des décennies. Céline s'assoit, relit la phrase encore et encore et comprend que sa mère a vécu avec cette peur silencieuse jusqu'au bout, la peur de devenir un poids, la peur de déranger, la peur si profondément ancrée qu'elle a guidé même son dernier souffle. Cette révélation ne provoque pas de scandale, elle ne fait pas la une des journaux, Céline choisit de la garder pour elle, mais intérieurement quelque chose se transforme, car elle réalise que l'héritage de sa mère n'est pas seulement celui d'une carrière brillante ou d'une mort digne, mais celui d'une question laissée en suspens, une question que chacun porte sans toujours oser la formuler. Les jours passent, la médiatisation s'apaise, la télévision reprend son rythme, mais Évelyne Leclerc ne disparaît pas vraiment. Elle s'installe ailleurs, dans une réflexion collective, dans des conversations plus calmes, dans des silences chargés de sens. Des anonymes écrivent à Céline pour lui dire qu'ils ont commencé à parler différemment à leurs proches, qu'ils ont osé dire qu'ils n'allaient pas bien, qu'ils ont compris que la dignité n'était pas l'absence de douleur, mais le courage de la partager. Et c'est peut-être là que se joue la véritable fin de cette histoire, car Évelyne, sans jamais le dire explicitement, a transmis une leçon plus puissante que n'importe quel discours. Elle a montré ce que coûte le silence quand il devient une identité.
Elle n'a pas laissé derrière elle un scandale, ni une polémique, ni même un grand hommage télévisé. Elle a laissé une fissure dans notre manière de regarder la fin de vie, une invitation inconfortable à ralentir, à écouter, à regarder ceux qui sourient trop longtemps sans jamais se plaindre. Evelyne n'a jamais appartenu à la télévision, elle appartenait au souvenir, et désormais elle appartient à cette question simple et vertigineuse qu'elle nous adresse sans la poser frontalement. Prenons-nous encore le temps de dire l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard ? Car en disparaissant sans bruit, elle n'a pas effacé sa présence, elle l'a déplacée. Elle nous a forcés à regarder autrement ce que signifie être fort, être aimé, être vu. Et si son dernier rôle n'était pas celui d'une animatrice, mais celui d'un miroir tendu à chacun de nous ? Cette histoire s'arrête ici, mais la réflexion, elle, ne fait que commencer. Si ce récit vous a marqué, abonnez-vous pour continuer à explorer ces destins qui révèlent plus que des vies célèbres.